La question de la violence verbale se pose aujourd'hui avec acuité et ce que je dois rappeler, c'est que, étant donné que le sujet dont je vais parler, c'est la violence verbale en rapport avec l'Assemblée nationale constituante, et à ce propos, je vais aborder deux thèmes. Le premier, c'est l'Assemblée nationale constituante, lieu de violence verbale. Et puis j'examinerai dans un deuxième point l'Assemblée nationale constituante, objet de violence verbale. Et donc ça c'est un peu la présentation, parce que l'Assemblée nationale constituante est devenue un lieu de violence verbale entre les députés eux-mêmes, au niveau de l'Assemblée plénière, entre les députés et la présidence de l'Assemblée, au sein des commissions. Peut-être que ce n'est pas très visible, mais il y a aussi des formes de violence verbale qui s'exercent à l'intérieur des commissions. C'est pas visible, mais il y en a quand même beaucoup d'exemples. Et ça, c'est le premier volet. Ce qui a justifié d'ailleurs la modification du règlement intérieur et l'introduction d'une nouvelle disposition qui prévoit précisément les sanctions qui pourraient être prises contre les députés au sujet de ces violences verbales, et qui ont été définies comme étant toute forme d'invective, d'insultes, de menaces, d'intimidation, etc., et qui sont passibles de sanctions qui sont prévues par le règlement intérieur, telles que l'interdiction de prendre la parole pendant un certain temps, telles que jusqu'à quelques mesures encore plus sévères. Et donc cette conscience et l'introduction de la modification est intervenue après le constat, au cours pratiquement de la première année, parce qu'elle date maintenant, cette modification, de ces derniers mois, qu'effectivement la question de la violence verbale est en train de s'accentuer. Alors il fallait les freiner. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par la violence verbale. La violence verbale, parce que vous savez que la liberté d'expression est reconnue aux députés, donc il est tout à fait normal qu'ils puissent s'exprimer. On ne va pas dire à chaque fois qu'ils critiquent, à chaque fois qu'ils présentent des points de vue qui peuvent ne pas plaire soit au gouvernement, soit aux autres députés de l'opposition, soit aux députés de la majorité, etc. On peut qualifier ça comme étant des violences verbales. Non, les violences verbales sont effectivement des propos qui sont de nature calomnieuse, diffamatoire, insultante, qui touchent à la personnalité, à la dignité d'une personne, et qui sont utilisés dans un lieu politique et qui vont avoir forcément une conséquence sur la considération de la personne qui a été l'objet de ces insultes, etc. Et donc elle va le dévaloriser, elle va le discréditer, et c'est ça qui n'est pas acceptable en politique. Le deuxième point dont je vais parler, c'est l'Assemblée nationale constituante comme objet de violence verbale. C'est l'Assemblée nationale constituante qui est attaquée de l'extérieur. Alors, à travers de toutes ces manifestations qui sont contre l'Assemblée nationale constituante, tous ces discours qu'on tient contre l'Assemblée nationale constituante, composés de gens incompétents, de gens qui cherchent probablement leurs intérêts personnels, des gens qui sont sortis de la légitimité en restant au-delà d'une année. Et cette Assemblée nationale constituante, elle est conspuée de plus en plus, et elle est parfois déconsidérée par des propos diffamatoires, insultants et des calomnies de ce genre. Bon, d'autres vous diront que ce n'est pas vraiment une violence, c'est tout simplement des attitudes, etc. Alors là, il y a vraiment, on ne sait pas exactement où s'arrête le simple propos tout simplement critique, et où commence la violence verbale qui est susceptible d'engendrer des sanctions. La qualification qui est intervenue dans le règlement intérieur pour ce qui est à l'interne, on l'a dit, hein. On l'a dit, mais honnêtement, dans un pays où on est en train de prôner la liberté d'expression, un pays démocratique où la liberté d'expression est permise, on a du mal à pousser trop dans le sens que tout ce qui est dit ou plusieurs choses qui sont dites sont considérées comme étant de la violence verbale, parce que ça risque. Et là c'est vraiment un problème. Mais on doit dire que c'est tous les propos qui peuvent tomber sous la loi pénale comme étant des calomnies, comme étant de la diffamation, comme étant qui sont attentatoires à la réputation de quelqu'un, et qui peuvent ouvrir précisément des actions même en justice.
Alors voilà le problème. Mais les manifestations sont multiples. Je peux citer quelques exemples. Lorsque par exemple un député qualifie ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le nomadisme parlementaire, c'est-à-dire qui changent d'un groupe parlementaire à un autre et changent d'un parti à un autre, qui les a qualifiés comme étant des mercenaires politiques et qui sont en train de se faire soudoyer par les partis qui sont en train de les traîner. Alors, et quand vous visez un certain nombre de députés, ah ben forcément, un propos pareil peut être considéré comme étant un propos, une violence verbale en fait. Et la réplique, elle vient en disant que ceux qui sont en train de proférer de telles calomnies, faut-il rappeler qu'eux-mêmes étaient dans un passé récent et avant la Révolution au solde de la police politique et ils étaient eux-mêmes soudoyés et payés par l'ancien régime et qui sont aujourd'hui en train de dire de tout ce mal de ceux qui au contraire ont lutté, etc. Et il s'est gardé le droit de poursuivre en justice la personne qui a fait qui a livré cette appréciation. Donc vous voyez, alors ça c'est un exemple, c'est-à-dire il y a d'autres exemples multiples, mais si jamais vous allez sur le Facebook par exemple pour le deuxième propos objet, l'Assemblée nationale constituante objet de la violence politique, ben, vous trouvez que les propos qui sont tenus très souvent sont des propos qui sont extrêmement forts, extrêmement violent et politiquement déconsidérant pour cette Assemblée nationale constituante. Ça, on peut aussi le vérifier et le constater. Les manifestations qui se tiennent autour de l'Assemblée nationale constituante, tantôt contre, la plupart du temps contre le gouvernement, contre la majorité, et là, il faut faire la distinction entre qui est l'objet précisément de cette violence verbale. Est-ce que l'Assemblée nationale constituante dans sa totalité, ou est-ce que ceux qui sont au pouvoir et à l'intérieur de l'Assemblée nationale et qui dirigent le pays? Très souvent, on ne fait pas la distinction entre l'opposition d'un côté et la majorité de l'autre. Et si bien que toutes ces violences verbales qui sont proférées contre très souvent, elles sont proférées contre le gouvernement et contre la majorité, beaucoup plus que contre l'opposition. Assez souvent, hein. Et donc, il y a un amalgame qui se fait, mais c'est l'Assemblée nationale constituante qui est dans sa totalité déconsidérée. Donc, ce sont ces aspects-là dont je vais parler avec quelques illustrations. Et maintenant, on risque de passer d'une violence verbale vers une violence physique. Et il vaut mieux que cette question soit traitée à l'avance et il faudrait que tout le monde comprenne que l'Assemblée nationale constituante c'est un lieu dans lequel il faut respecter un minimum de règles de comportement. Mais d'un autre côté, moi je suis contre le fait de museler les députés ou bien tout simplement de leur en vouloir lorsqu'ils tiennent des propos qui sont de l'ordre de propos critiques sur telle ou telle chose, que ce soit à l'égard du gouvernement ou dans un autre, ou que ce soit contre la majorité ou la majorité contre l'opposition, et on en voit, n'est-ce pas? Et il faudrait que quand même que ça ne dépasse pas un certain seuil. Il ne faut pas que ça se transforme en calomnie, que ça se transforme en diffamation, et profitant de l'immunité parlementaire, on risque de ne pas être, moi j'ai entendu dire une fois qu'un député qui s'est insurgé contre des calomnies qui ont été proférées contre lui et qui a dit que à l'égard de la personne qui a proféré ces propos, que n'eût été son immunité parlementaire, et il l'aurait traîné en justice. Mais rien ne l'empêche de demander la levée de l'immunité parlementaire pour les propos qu'il a proférés et de le poursuivre en justice. Donc je n'exclus pas que probablement on risque d'entrer dans une telle situation où on va voir des demandes en justice précédées par des demandes de levée de l'immunité parlementaire à l'égard de certains députés. Ça c'est à l'intérieur. Quant à l'extérieur, bien entendu, la liberté d'expression est permise pour les journaux, pour les réseaux sociaux, etc. Mais il faut rester quand même dans des limites, parce que je vais vous dire que vraiment parfois ça devient insupportable pour un homme politique d'être traîné comme ça dans la boue constamment avec des propos qui le déconsidèrent.
Donc je peux comprendre qu'il puisse y avoir un ras-le-bol et qui pourrait peut-être dans l'avenir secréter un véritable contentieux sur la violence verbale, au même titre que le harcèlement, que l'intimidation, que la menace, etc. Ce sont tous un ensemble de choses qui contribuent à cette violence verbale. C'est une question qui n'a pas été suffisamment étudiée jusque-là, et en fait je ne fais que présenter ici quelques idées générales, mais probablement il faudrait encore approfondir plus cette question et essayer de théoriser un peu davantage, mais en réalité ce n'est pas propre à la Tunisie. Et dans tous les parlements du monde, les choses se passent de cette manière-là. Il y a quelques jours, j'ai publié sur mon profil, ma page Facebook, une vidéo du Parlement jordanien il y a à peine 2 ou 3 semaines, dans lequel il y a eu des propos, une violence verbale en quelque sorte entre des députés qui s'est terminée par une bataille rangée dans l'enceinte du Parlement. Et on en voit d'ailleurs beaucoup d'illustrations de ce genre. C'est pas quelque chose de spécifique. Mais il faut savoir raison garder, et puis il faut que les gens s'imaginent que le lieu de l'Assemblée nationale constituante est un lieu où les gens sont polis, éduqués, qui gentlemen, etc. Et donc qui ne font pas de dérapage, etc. Mais en réalité, la politique vous conduit parfois de bonne foi, pas forcément de mauvaise foi. Quand c'est de la mauvaise foi, c'est ça qui n'est pas acceptable, de dépasser certaines limites. Alors on demande des excuses. On dit, bon, je vais me contenter de lui demander des excuses. Et assez souvent, on présente ces excuses. Et donc, l'affaire est close. Et parfois, ça prend une dimension telle que les excuses ne sont pas en elles seules suffisantes.